Lui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Il est toujours tenté de le garder pour lui et pour lui seul. Un chef d'État ne puisse pas faire plus de 10 ans à la tête de l'État. Un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ce que nous proposons. Que la démocratie pluraliste est un passage obligé. Parce que dans un parti unique, il n'y a aucun contrôle. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui scinde le pays en deux. Dans le nord, des rebelles partisans d'Alassane Ouattara réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. Laurent Gbagbo fait face à une crise de légitimité. Ses deux principaux concurrents, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, ont été empêchés de concourir. Le jour même de son investiture, les partisans de Ouattara descendent dans la rue pour réclamer un nouveau scrutin. La répression fera 57 morts. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est suspecté de crimes contre l'humanité après avoir refusé de reconnaître sa défaite électorale l'année dernière. Les 2 semaines de conflit qui ont suivi ont fait au moins 3000 morts. Il est né dans la boue rouge de Mama. Un petit village comme tant d'autres, niché dans les entrailles de la boucle du cacao, au cœur du pays Bété. Le 31 mai 1945, Laurent Koudou Gbagbo pousse son premier cri. Il vient au monde dans une maison modeste, dans une famille catholique, austère et digne. Son père, Paul Koudou Gbagbo, est sergent de police. Un homme rigide, respectueux de l'ordre. Sa mère, Marguerite Gado, est ménagère, issue elle aussi de ce peuple bété, dont la langue est musique et la mémoire vivante. L'enfant grandit entre l'encens des messes dominicales, les cahiers froissés et les longues marches jusqu'à l'école. Il découvre tôt ce que veut dire porter le nom de personne dans une Côte d'Ivoire encore colonisée. Il comprend aussi que l'éducation est une arme. L'école primaire publique Plateau, à Agboville, devient son premier champ de bataille. Il y brille. Mais ce n'est qu'un début. En 1965, il décroche son baccalauréat de philosophie au lycée classique de Cocody, à Abidjan. À cette époque, il lit tout. Aimé Césaire, Marx, les pères de l'Église, Frantz Fanon. Mais c'est l'histoire qui l'obsède. L'histoire comme outil de compréhension, comme boussole pour les peuples noirs. L'université d'Abidjan, à la fin des années 60, est une ruche bouillonnante. Les amphis résonnent des voix d'étudiants avides de changement. La contestation gronde dans l'air tropical. Gbagbo y entre comme étudiant en histoire. Il en sort diplômé en 1969, bardé de conviction. Il part pour Paris. Sorbonne. Maîtrise en poche en 1970. Il découvre une autre forme de pouvoir, celui de la parole qui dérange, qui remet tout en cause. Il vit dans un petit studio, mange peu, lit beaucoup. Il s'entoure d'intellectuels africains, discute, débat, rêve. Mais son retour à Abidjan, cette même année, ne plaît pas à tout le monde. Il est nommé professeur d'histoire au lycée classique de Cocody. Mais ce qu'il enseigne dérange. Il parle de la traite négrière en termes crus. Il déconstruit les mythes coloniaux. Il raconte à ses élèves une Afrique debout. Il ose dire que la démocratie ne viendra pas d'en haut. Mars 1971. Des hommes en kaki viennent le chercher. Il est arrêté pour enseignement subversif. Syndicaliste actif et professeur d'histoire, il a obtenu son doctorat en France et fut l'un des plus véhéments opposants au premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Son militantisme l'amènera vite derrière les barreaux, en 1971 jusqu'en 1973. Les murs de sa cellule, à Séguéla, puis à Bouaké, seront son univers pendant près de 2 ans. 2 ans à écouter les cris des autres détenus. 2 ans à se demander si penser différemment mérite la prison. 2 ans à voir les geôliers changer de regard à mesure que les rumeurs circulent. Celui-là, il ira loin. Il sort de prison en janvier 1973, amaigri mais entier. Il n'a rien renié. Au contraire, il est plus déterminé que jamais. C'est là, peut-être, que naît vraiment Gbagbo. Pas dans la boue de Mama,
mais dans les ténèbres d'une cellule, entre deux pages d'un livre d'histoire, quand un homme se jure de ne plus jamais se taire. C'est aussi là qu'on comprend que ce nom, Gbagbo, ne sera plus jamais un simple nom, mais une promesse, ou une menace, selon de quel côté on se tient. Quand on sort de prison, on a deux choix, se taire ou parler plus fort. Laurent Gbagbo, lui, choisit la clameur. Janvier 1973, il n'a que 28 ans et le silence de Séguéla dans les oreilles. Mais il revient avec des idées plus affûtées que jamais. Le pouvoir pensait l'avoir brisé, il l'a seulement endurci. Il retourne à l'université d'Abidjan, cette fois comme chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine. Il n'a rien perdu de sa verve. Son bureau devient vite un repère pour les jeunes qui pensent autrement. Un laboratoire d'idées. Un poste d'observation critique du régime Houphouët-Boigny. 1974. Il commence à écrire sa thèse. Une œuvre de combat. Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne, 1940 à 1960. Il y démonte, page après page, les rouages d'un système qui confond indépendance et dépendance arrangée. Sa plume est sèche, précise, sans concession. Il publie aussi des essais, Réflexions sur la conférence de Brazzaville pour une alternative démocratique. Des livres qui circulent sous les manteaux, dans les cantines étudiantes, dans les couloirs syndicaux. Mais Gbagbo ne se contente pas d'écrire. Il veut organiser la révolte. Et ce sera par l'école. Il s'engage à fond dans le SINARES, le syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il en devient l'une des voix majeures. Et il parle fort. Ses discours prennent des allures de meeting. On l'écoute dans les amphithéâtres comme on écouterait un prophète. L'université devient un front. Les étudiants se radicalisent. Gbagbo n'y est pas étranger. Il les encourage à penser, à questionner l'autorité, à lire Fanon et Sankara. 9 février 1982. Une grève massive éclate. Le régime panique. Les universités ferment. Et la répression tombe. Mais dans l'ombre, quelque chose est né. Une idée. Un parti. Le Front populaire ivoirien. En 1982, dans une maison discrète de Dabou, avec Simone Eivé, Bernard Zadizaourou, Pascal Kokora et quelques autres figures, Gbagbo fonde dans la clandestinité ce qui deviendra l'outil de sa longue marche vers le pouvoir. Après son doctorat en histoire, ce social-démocrate crée son parti en 1982 dans la clandestinité. Le Front populaire ivoirien n'est autorisé qu'en 1990, après 6 ans d'exil en France de Laurent Gbagbo. Que la démocratie pluraliste est un passage obligé. Parce que dans un parti unique, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a ni contrôle syndical, ni contrôle parlementaire, ni contrôle institutionnel. Un parti de gauche, ivoirien, ancré dans les luttes sociales et anti-impérialistes. Son emblème, une rose enracinée dans le sol de Côte d'Ivoire. Le message est clair. Mais le régime veille. Les services de renseignement suivent ses faits et gestes. Et bientôt, Gbagbo devient un homme à abattre politiquement. En 1982, il est accusé d'être l'instigateur du complot des enseignants. Menacé d'une nouvelle arrestation, il choisit l'exil. En 1982, Laurent Gbagbo quitte la Côte d'Ivoire. Direction Paris. Il arrive avec pour seul bagage des manuscrits, des idées et un refus viscéral de plier l'échine. Il est désormais un réfugié politique. Le mot est lourd, mais il lui va bien. Il le porte avec fierté, comme une preuve. Preuve qu'il dérange, preuve qu'il compte. Il s'installe dans un petit appartement modeste, dans un coin discret de la capitale française. Mais dans ces quelques mètres carrés, il rêve grand. Le FPI est déjà là, en germe. Il l'a cofondé dans la clandestinité avec Simone, Sangaré, Bogadoudou, Assoa Adou. À Paris, il faut lui donner un corps, une voix, une vision. Il se met à écrire sans relâche. En 1983, il publie La Côte d'Ivoire, pour une alternative démocratique. Puis, en 1987, les propositions pour gouverner. Il y dénonce la dictature du parti unique, le silence complice de la France, l'enrichissement d'une élite pendant que le peuple creuse la boue pour planter le manioc.
Lors de son exil français de 1982 à 88, Laurent Gbagbo noue des amitiés dans les cercles du pouvoir, alors socialistes. Mais lorsqu'éclate la rébellion en 2000, la relation se tend avec la France. Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Je ne suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. Il fréquente les cercles de gauche. Il assiste au congrès, intervient dans les colloques, débat avec des intellectuels africains, mais aussi français. Guy Laberty, figure du Parti socialiste unifié, devient son ami et son soutien. Ensemble, ils rêvent d'un autre rapport entre la France et l'Afrique. Gbagbo veut rompre avec la France-Afrique, pas avec les peuples. Pendant ce temps, Simone le rejoint. C'est une alliance politique autant qu'une histoire d'amour. Elle est brillante, combative, convaincue. Ensemble, ils sillonnent les foyers d'immigrés, les universités, les églises africaines de Paris. Ils parlent, écoutent, recrutent. Le FPI se renforce, gagne en clarté idéologique. Il devient un vrai parti. Un parti de gauche ivoirienne, panafricaniste, anticolonialiste et farouchement démocratique. Mais la vie d'exil est rude. Gbagbo vit de petits boulots, de bourses d'études, d'aides informelles. Il enseigne parfois, il traduit, il corrige des thèses. Il dort peu, écrit beaucoup. Il répète souvent. On ne change pas un pays avec des fusils, mais avec des idées. À Abidjan, le régime s'agite. Houphouët-Boigny sait. Il envoie ses hommes sondés, surveillés, parfois intimidés. Gbagbo est devenu un nom qu'on prononce à voix basse dans les ministères. On le traite de marionnette des Blancs, puis de traître à la nation. Il répond dans ses livres. Sa riposte, c'est le verbe. 1985. Le pouvoir ivoirien veut l'asphyxier. La France, allié historique du régime, commence à faire pression. Des policiers français, parfois en civil, l'interpellent dans la rue, lui demandent ses papiers, l'interrogent sur ses fréquentations. Il tient bon. Un jour, Houphouët aurait lâché à ses proches. Ce garçon nous gêne plus à Paris qu'à Abidjan. C'est ainsi que se prépare son retour. Non pas une reddition, mais un mouvement stratégique. Il sent que le vent tourne, que la démocratie est à la porte du pays. Et puis, il y a cette phrase, lâchée par le vieux président, presque mystique, « L'arbre ne se fâche pas contre l'oiseau ». Une métaphore africaine qui vaut amnistie, ou du moins une trêve. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Le 13 septembre 1988, Laurent Gbagbo rentre au pays. Pas en prince, en militant. Il revient avec des livres, des discours et une promesse. Nous allons bâtir une alternative. Quelques semaines plus tard, les 19 et 20 novembre 1988, il convoque le congrès constitutif du FPI, à la barbe du parti unique, à la face du pouvoir. Le FPI devient légal. Gbagbo en est élu secrétaire général. La rose est désormais visible, mais elle reste enracinée dans la terre rouge de Mama. Elle a grandi dans les rues d'Abidjan, les cellules de Bouaké, les couloirs de la Sorbonne et les foyers de travailleurs immigrés de Montreuil. Et le monde comprend alors que ce n'est pas un exilé de retour. C'est un homme qui a retourné l'exil contre le pouvoir et qui revient pour changer le cours d'un pays entier avec un micro dans une main et un programme dans l'autre. En 1990, un événement sidère l'Afrique. Un homme ose défier Houphouët-Boigny dans les urnes. Pas dans la brousse, pas dans les rues, mais dans le rituel sacré de l'élection présidentielle. Cet homme, c'est Laurent Gbagbo, le fils de Mama. L'insoumis, le rebelle, le professeur. Face aux vieux, aux sages, aux pères de la nation, le pays retient son souffle. Car depuis l'indépendance, personne n'a jamais osé affronter Houphouët-Boigny. Son pouvoir est presque divin. Les chefs traditionnels lui prêtent allégeance, les ambassades se taisent, les ministres tremblent. Et voilà qu'un homme ose le défier dans une élection pluraliste arrachée de haute lutte. Le multipartisme vient d'être concédé, à contre-cœur. En avril 1990,
le vieux plie face à la pression sociale, syndicale et à l'ambiance nouvelle qui souffle sur l'Afrique. Le vent de la démocratie, venu du Bénin et du vent d'Est européen, commence à ébranler les régimes à parti unique. Gbagbo, lui, ne laisse pas passer l'occasion. Le 28 octobre 1990, il se présente seul contre le président sortant. Seul, un symbole. En 1990, Laurent Gbagbo se lance officiellement en politique. Son charisme à la tribune et son air débonnaire séduisent les foules. Il aime se présenter en homme du peuple. Je crois en vous, je compte sur vous, comptez sur moi, que Dieu vous bénisse. L'image est forte, un jeune opposant, au sourire franc, qui n'a ni armée, ni fortune, ni médias, face au monolithe PDCI, appuyé par l'appareil d'État et les réseaux de la France-Afrique. Il fait campagne comme un instituteur en tournée. Ville par ville, village par village. Il parle d'écoles gratuites, de justice, de souveraineté. Il parle aux gens. Il parle vrai. Et ça touche. Le résultat ? 18,3%. Officiellement. Un score modeste ? Pas du tout. Ce jour-là, Gbagbo devient le chef de l'opposition, par les urnes. Et un nouveau rapport de force s'installe. Dans la foulée, le FPI entre à l'Assemblée nationale. 9 députés, dont lui-même, élu dans sa circonscription de Ouragayo. La voix de l'opposition entre dans l'hémicycle. Et elle est forte. Vous avez à choisir entre le passé et l'avenir. Il ne la remporte pas, mais s'installe dans le paysage politique. La même année, il est élu député. Mais le pouvoir ne digère pas. De 1991 à 1992. Le climat se tend, les étudiants manifestent, le CINARES s'agite. Gbagbo soutient, Simone aussi. Le couple est en première ligne. Leur relation dépasse l'intime. C'est un binôme politique, une alliance militante. 2 voix, 2 points levés. Février 1992. Le Premier ministre, Alassane Dramane Ouattara, fait voter en urgence une loi anti-casseurs. Une loi qui permet d'arrêter les opposants. Le 18 février, Gbagbo et Simone sont arrêtés. Condamnés à 2 ans de prison. Le symbole est puissant. Le chef de l'opposition sous les verrous. Sa femme aussi. Mais le peuple suit. Le FPI résiste. Et la prison ne fait qu'accroître leur popularité. Ils sortiront au bout de 6 mois, plus forts, plus crédibles. La dissidence a désormais un visage, un couple, un parti. Entre 1993 et 1995, le paysage change. Le vieux Oufoué meurt le 7 décembre 1993. Le pays est orphelin. Les tensions explosent en coulisses. Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, prend le relais. Mais rien n'est réglé. Le débat sur l'ivoirité monte, une stratégie insidieuse pour écarter certains candidats. En ligne de mire, Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo, lui, s'y oppose mollement au départ. Il pense que le PDCI se fracture de lui-même. Il mise sur le vide laissé par Oufoué pour imposer une vraie alternative. Il faut savoir attendre le moment juste, résister à la tentation de frapper trop tôt. Gbagbo le sait. Entre 1995 et 2000, c'est une danse lente avec l'histoire. Une marche sur des braises. Une patience d'orfèvre face à un régime verrouillé. Mais à la fin, le verrou saute. 1995. Il refuse de jouer une partie dont les dés sont pipés. L'élection présidentielle est verrouillée par le PDCI de Bédié. Les lois d'ivoirité sont taillées sur mesure pour exclure Alassane Dramane Ouattara. Je suis ivoirien et en tant qu'Ivoirien, je réponds à votre appel. Et Gbagbo, il boycotte. Il choisit l'opposition ferme, le silence stratégique. Il laisse le pouvoir s'enfermer tout seul dans sa caricature. Bédié est réélu avec plus de 96% des voix. Pendant ce temps, Gbagbo sillonne le pays. Il parle aux planteurs de cacao, aux enseignants, aux jeunes désœuvrés. Il construit la base. Il forme des cadres. Simone est là, partout. Sur le terrain, à l'église, dans les meetings. Le couple devient une institution. Mais le pouvoir durcit. La répression s'intensifie.
Les coups pleuvent. Arrestations arbitraires, interdiction de manifester, coups montés. Gbagbo encaisse. Mais il note, il n'oublie rien. Décembre 1999. Coup d'État. Le premier de l'histoire ivoirienne. Henri Konan Bédié est renversé par le général Robert Guéhi, un ancien fidèle de Houphouët devenu chef des armées. Les militaires défilent dans les rues. Le peuple applaudit. La classe politique observe. Et Gbagbo, lui, reste en retrait. Il attend. Mais il sent que le moment approche. La transition est floue. Robert Guéhi promet une élection. Il se fait passer pour un arbitre, un homme de la rectitude. En coulisses pourtant, il prépare sa propre candidature. Octobre 2000. L'élection arrive. Mais encore une fois, elle est tronquée. Le Conseil constitutionnel invalide les candidatures de Bédié et Ouattara. Gbagbo reste. Guéhi aussi. 2 hommes, 2 visions, 2 destins. La campagne est tendue. Le pays est une cocotte minute. Les milices se forment. Les universités s'embrasent. Les quartiers populaires grondent. Les marchés murmurent. Et si le Woody gagnait? Le 22 octobre 2000, le vote a lieu. Et le peuple choisit. Les chiffres officiels? Gbagbo l'emporte avec 59% des voix. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Mais Guéhi ne veut pas lâcher. Il se proclame vainqueur. Il fait bloquer la télévision. Il envoie les chars. Mais la rue se lève. Une marée humaine descend sur Abidjan. Des femmes, des jeunes, des anciens, des ouvriers. Tous crient « Gbagbo, président !» Il marche sur la radio-télévision. Il défend les blindés. Et Guéhi comprend. Il fuit. Le 26 octobre 2000, Laurent Gbagbo prête serment, sans tapis rouge, sans orchestre, mais avec la voix du peuple dans les rues, une foule en liesse, des larmes, des cris, des chants. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Le Woody est président. C'est une victoire volée au destin, arrachée au chaos. Et ce n'est pas juste une alternance, c'est une rupture. Pour la première fois, le pouvoir ne vient pas d'un compromis avec Paris, ni d'un coup d'État, ni d'une transmission dynastique, il vient du peuple. Mais dans les couloirs du palais, le silence est pesant. La tâche s'annonce immense. Le pays est divisé, appauvri, miné par la méfiance. Et dans l'ombre, les anciens ennemis fourbissent déjà leurs armes. Mais ce jour-là, Laurent Gbagbo, le prisonnier d'hier, l'exilé de Paris, l'enseignant rebelle, devient le chef de l'État ivoirien. Le Woody de Mama entre dans l'histoire par la grande porte. Et derrière lui, des millions d'hommes et de femmes murmurent « c'est possible ».